بعدين اسمعوا معنا مرحبا بكم مرحبا بكم في الكافي سيانس. Je voudrais en fait rappeler donc le concept. Donc en fait pour ceux qui sont habitués, ça marche pour la répétition, mais quand même c'est toujours utile de rappeler que nous sommes en train d'œuvrer pour une cause que j'espère noble, qui est effectivement l'émancipation du citoyen tunisien, d'être un citoyen smart pour constituer ensemble une ville smart, dans un cadre que j'espère qu'il sera smart. Donc c'est un concept en fait qui est convenu entre le club de Nabal, que je vais le présenter très rapidement ici, mais aussi avec la fondation Youth for Science Foundation. Le club de Nabal, comme vous le savez, c'est une association qui travaille pour le développement. C'est un think tank de réflexion sur l'avenir de Nabal, dans toutes ses composantes sociales, économiques, scientifiques aussi, etc. La fondation Youth for Science, c'est une fondation qui a été créée pour émanciper les jeunes de 10 à 18 ans dans les activités extrascolaires scientifiques, avec beaucoup d'activités dans séminaires, camps scientifiques, foires scientifiques, etc. Cette association entre Club de Nabal et Youth for Science Foundation a, comme je l'ai dit, donc, la cause d'émanciper scientifiquement le citoyen pour qu'il puisse effectivement comprendre un peu les décisions qui se prennent et l'aider scientifiquement pour qu'il puisse effectivement aussi bien appuyer ces décisions-là, ou bien sûr les critiquer tout en développant ou bien proposant un peu des alternatives. Je suis extrêmement fier et content que le Café Science, il a traité un peu le sujet donc, en fait à 3 à 4 reprises. En fait, la première, on a invité Hamadi Dafous, qui est il nous semble très fiers. En fait, c'est aussi ça une des raisons pour le Café Science, c'est de faire un peu de parler un peu des Nabuliens qui ont fait des choses intéressantes pour l'humanité, qui ont fait des choses très intéressantes aussi pour la Tunisie et pour la ville. Donc Hamadi, il est le fondateur de la faculté de médecine à Eritrea. On a eu en fait la présentation de Hamadi avec beaucoup de photos, c'est quelque chose qui nous a fait vraiment chaud au cœur. Hamadi donc il nous a parlé un peu de comment il a fait donc, pour mettre en place cette institution-là, comment aujourd'hui cette institution elle a un rôle très important, un impact extraordinaire sur la santé dans la République d'Eritrea. Ici, on a invité Mohamed Jma'a. Mohamed Jma'a, c'est un chercheur tunisien qui travaille à l'université de Lund, donc en Suède. Mais avant ça, il avait fait un parcours extraordinaire dans tout ce qui est oncologie. Et aujourd'hui, il a son propre brevet, bien sûr, avec l'université de Lund, pour le traitement un peu du cancer. Qui nous a fait une excellente présentation, qui nous a fait vraiment chaud au cœur, et qu'il a dit que dans les quelques mois, il va y avoir donc, donc le brevet international qui est reconnu par beaucoup de laboratoires internationaux. On a invité, en fait, la dernière fois, le Dr Nafo Baroquez. C'était aussi une excellente conférence, on a été extrêmement ébloui par la pertinence de l'innovation. Donc il travaille dans le secteur de la néphrologie et donc le système de dialyse de manière générale. Donc il nous a expliqué qu'il y a beaucoup de problèmes, entre autres un peu les caillots de sang qui se créent lors de la session de dialyse, et comment lui il a donc il a inventé un kit qui piège un peu ces caillots de sang dès que formé. Et qu'il a créé en fait, dans son invention donc, une petite chambre qui rassemble un peu tous les petits caillots de sang et qui permet effectivement que le système de dialyse continue. Et non seulement ça, l'impact que je considère, que nous avons tous compris, qui est très important, c'est un impact économique, c'est que le filtre n'est pas colmaté et le filtre pourrait être effectivement utilisé à plusieurs reprises. Ça a un impact non seulement sur le patient, ça a un impact sur la CNAM et tous les organismes qui sont en train aussi de rembourser un peu ces sessions-là. Et donc, en fait, le fait qu'il a eu son brevet, donc c'est une invention qui est reconnue globalement et internationale. Donc, ça va avoir un impact extraordinaire sur l'avenir. Donc, ça, on a voulu mettre en exergue pour vous tous, pour comprendre qu'est-ce qui se
passe, quels sont un peu ces jeunes chercheurs donc nabeliens ou bien de la région qui sont en train vraiment de développer, de créer de l'impact dans le secteur. Aujourd'hui, en fait, on va traiter le sujet. En fait, nous restons toujours dans le monde médical, le monde, et on va traiter pour la première fois un peu le volet médicament. Et le volet médicament, le Kulnana, en fait, c'est un sujet, surtout que les 3 dernières années, qui a fait beaucoup de bruit, surtout avec la pénurie d'un certain nombre de médicaments, et on sait l'impact qu'il a sur beaucoup de citoyens tunisiens, et surtout aussi les personnes âgées, ceux qui ont des maladies chroniques, et surtout avec la non-disponibilité des médicaments. En fait, ça a un impact psychologique et réel aussi sur les citoyens, très important, d'autant plus qu'aujourd'hui, on est en train aussi d'observer un exode, un brain drain, un peu vraiment de l'élite de la compétence dans le secteur médical en Tunisie. Ça aussi, c'est un autre grand problème qui s'ajoute un peu sur le secteur du manière générale. Alors, aujourd'hui, nous sommes extrêmement honorés et ravis d'inviter pour cette présentation, pour cette conférence et pour ce sujet-là, donc Dr Samedridi. Dr Samedridi, donc, il est vétérinaire en fait, de formation, donc il a eu son doctorat en Tunisie, puis il a développé aussi donc, des modules, je ne sais pas, est-ce que c'est un doctorat ou bien c'est quelque chose, dans tout ce qui est pharmacologie. Il a développé aussi une expérience extraordinaire avec des multinationales en Tunisie, et aujourd'hui, donc je vais faire court, il est plutôt le directeur général de Ikivea, qui est en fait une société américaine, c'est un géant américain, qui a une représentation en Tunisie, et que c'est une société qui est spécialisée dans tout ce qui est études de marché, dans tout ce qui est données, et dans tout ce qui est tendance aussi dans l'industrie pharmaceutique, non pas seulement en Tunisie, mais à l'échelle globale, mais il est responsable un peu sur le continent africain. Donc il a aussi des informations sur la Tunisie, mais il pourrait aussi nous éclairer de ce qui se passe un peu sur le continent africain, et on pourrait effectivement avoir une meilleure visibilité sur notre compétitivité, parce qu'on n'est pas, comment un peu est l'avenir. Donc la conférence est intitulée Les médicaments en Tunisie, situation actuelle et perspective. Donc je laisse la parole donc, à Semi de nous régaler en fait avec ce sujet-là. Et bien sûr, le floor est pour vous pour poser les questions. C'est vrai que je suis certain qu'il y a beaucoup de questions que vous voulez effectivement poser, surtout sur la situation actuelle des médicaments en Tunisie. Je suis aussi extrêmement ravi de voir beaucoup de mes amis, donc je ne veux pas les citer pour ne pas créer des jalousies entre nous, ce n'est pas mon rôle, mais en fait, je suis très très content de les voir avec nous aujourd'hui. Donc je passe la parole à Semi. La règle, comme toujours, 45 minutes pour Semi, donc pour présenter un peu le sujet. Puis on a 1h15 minutes pour poser un peu les questions, et c'est toujours en lot, donc je prends un peu de note de ceux qui veulent poser les questions, 5 par 5 par 5 par 5. Voilà. Donc Sami, à la parole. Merci. Merci. Je suis très ravi de me retrouver à deux pour cette présentation au sein de votre club. Je suis aussi très ravi de retrouver pas mal d'amis au sein de l'assistance qui nous a fait l'honneur d'être là aujourd'hui. Effectivement, le sujet est vraiment très important. On en convient tous. Le médicament fait partie de notre vie, que ce soit personnellement ou à travers le reste des membres de notre famille et de nos proches. Et donc, c'est un sujet très très sensible qui doit être considéré comme stratégique. Dans chaque pays, le médicament est un sujet très stratégique pour la période actuelle, c'est-à-dire à l'instant T, mais aussi pour l'avenir de la population, pour que les citoyens puissent accéder à un médicament de qualité, à un prix raisonnable et de façon régulière. Ça, donc, c'est très important, c'est une règle très importante à suivre. Comme l'a dit Siaré lors de l'introduction, je suis le responsable en Tunisie de la filiale de la société Icuvia, qui est le leader mondial de tout ce qui est études, formation, études et conseils pour l'industrie pharmaceutique, mais aussi
pour tout ce qui est Clinical Research Organization, donc tout ce qui est essais cliniques à travers le monde. Nous sommes présents sur 5 continents, dans 120 pays, avec 79 000 employés pratiquement, dont pratiquement la moitié sont des cadres supérieurs médicaux et pharmaceutiques. Et en Tunisie, nous sommes une petite équipe de 30, majoritairement des cadres supérieurs, et nous sommes présents en Tunisie depuis 1984 avec des analyses détaillées du marché pharmaceutique tunisien. Donc nous disposons chez Ecuvia de bases de données inégalées vu notre proportion donc, à l'échelle mondiale et notre indépendance. Nous ne dépendons ni de gouvernement, ni de laboratoires pharmaceutiques, ni d'aucun organisme financeur. Nous nous autofinançons à travers nos propres activités, ce qui fait que nous avons une crédibilité dans tout le milieu de la santé pharmaceutique à l'échelle mondiale, qui est concrétisée par pas mal de partenariats avec les grandes organisations multilatérales comme l'OMS, comme l'UNICEF, comme l'Office international des épidémies, etc. Donc dans cette présentation que j'ai intitulée « Le médicament en Tunisie, situation actuelle et perspectives d'avenir », nous allons passer en revue tout d'abord, après l'introduction, l'environnement du médicament et de l'industrie pharmaceutique en Tunisie, l'évolution du marché pharmaceutique tunisien sur les 5 dernières années, donc 2018 à 2022, avec quelques détails sur l'importation, la fabrication locale, la consommation du générique, du princeps, etc. Et surtout une partie perspective d'avenir, parce que la situation actuelle n'est pas réjouissante, et si on ne se projette pas tout de suite pour l'avenir, nous risquons d'avoir des complications encore plus importantes sur tout ce qui concerne l'approvisionnement en médicaments de notre population. Voilà, donc pour démarrer, on situe le médicament, donc les définitions. Le médicament, un médicamenteux. Le dictionnaire Larousse le définit comme une substance ou une préparation administrée en vue de traiter ou de prévenir une maladie ou de restaurer, corriger, modifier une fonction organique. L'Encyclopédia Universalis le définit à peu près de la même manière, mais en rajoutant la partie diagnostique. Donc un médicament est une substance ou composition ayant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies ou administrée en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger, modifier les fonctions organiques. Donc le diagnostic aussi fait partie du médicament. Donc tous les produits de contraste qu'on utilise en imagerie médicale, etc., c'est des médicaments parce qu'ils font partie aussi d'un protocole de diagnostic et de traitement de prise en charge d'une pathologie. En Tunisie, nous avons 3137 marques commerciales de médicaments disponibles actuellement, sous forme de 6005 présentations. Donc quand je dis présentation, ça peut être un comprimé de 20 mg boîte de 30 ou 20 mg comprimé boîte de 90, etc. Donc c'est ce qu'on appelle des présentations. Ça peut être un sirop, tel dosage, telle contenance du flacon. Donc il y a 6005 présentations commerciales différentes, d'où la difficulté de nos amis pharmaciens ici d'officine présents pour assurer donc, la disponibilité de ces différents produits. Et il y a 181 formes galéniques différentes. Quand on dit forme galénique, c'est par exemple c'est les formes orales solides à effet immédiat, orales solides à effet retard, ça peut être les crèmes, les pommades, les sirops, les solutions, etc. C'est ce qu'on appelle forme galénique. Donc il y a 181 formes galéniques. À ce jour, 360 laboratoires pharmaceutiques fournissent le marché tunisien dans 41 locaux et le reste ce sont des laboratoires étrangers donc dont l'importation des produits est réalisée à travers la pharmacie centrale. Ceci nous amène à parler du cadre un petit peu réglementaire et des intervenants dans le secteur. Donc vous voyez, le médicament est un secteur très très réglementé. La législation tunisienne est assez dense dans ce domaine. Il y a une masse d'intervenants très importante, essentiellement le ministère de la Santé avec la DPM, Direction de la pharmacie du médicament, le Laboratoire national du contrôle du médicament, le Centre national de pharmacovigilance, la Direction de l'inspection pharmaceutique, la PCT, bien sûr, qui joue un rôle très important dans le domaine du médicament tunisien. l'INAS, c'est le nouveau corps de technologie de la santé.
qu'on appelle Health Technology Assessment. Donc c'est le nouveau corps qui permet de faire des études approfondies sur les technologies de santé et donc qui permet justement de valider certaines propositions de nouveaux médicaments qui rentrent sur le marché et leur intérêt pour la prise en charge thérapeutique de certaines pathologies. Et donc vous voyez, donc vraiment c'est un très complexe. Il y a aussi le ministère du Commerce qui intervient pour la validation des prix et des cadres pour les produits fabriqués localement, et aussi le ministère des Affaires sociales à travers notamment la CNAM, qui joue un rôle très important aussi dans le domaine de la prise en charge du médicament en Tunisie. Donc je ne rentre pas trop dans les détails, et si vous avez des questions ultérieurement, je suis ouvert à plus de précisions. Le circuit de distribution du médicament est aussi très important. Nous avons des fabricants locaux, nous avons la pharmacie centrale qui importe de façon monopolistique tous les produits étrangers. Elle dispose d'un stock hospitalier et d'un stock officinal qui distribue vers les grossistes, et les grossistes distribuent vers les pharmacies et vers les cliniques. Et aussi, le stock hospitalier distribue vers les hôpitaux et toutes les institutions publiques de santé en Tunisie, que ce soit les centres de santé de base, les CHU, les hôpitaux régionaux, etc., sont fournis à travers la pharmacie centrale, à travers son stock hospitalier. Il y a aussi les compagnies d'État qui disposent de leur propre structure de santé, notamment la STEG, la SONED. Il y a aussi des organismes publics comme la douane, le ministère de l'Intérieur, etc., qui disposent de leur propre structure infrastructure de santé, qui sont fournis également à travers la pharmacie centrale de Tunisie. Pour que ça aboutisse après au patient, qui est l'utilisateur définitif du médicament. Voilà, donc vous voyez, c'est un secteur, c'est un schéma assez structuré et qui se distingue pour moi par sa clarté. Il est un peu complexe, mais il est clair. Clair dans le sens tout le monde sait ce qu'il doit faire. Contrairement à d'autres pays où c'est un petit peu perturbé, c'est-à-dire il n'y a pas un schéma de distribution clair et le médicament arrive de différentes sources, ce qui rend encore plus complexe le suivi des marchés. En Tunisie, on a cette structuration qui est assez claire et assez bien définie. L'industrie pharmaceutique tunisienne, nous avons parlé tout à l'heure de 367 labos présents en Tunisie, dont 41 laboratoires tunisiens. Donc ces 41 laboratoires qui fabriquent des produits et des dispositifs à usage humain ont 141 agréments pour la fabrication de 16 pharmaceutiques différents. Parmi ces 41, il y a 15 génériqueurs purs, donc c'est qui produisent uniquement du produit générique. Il y a 20 laboratoires mixtes, c'est-à-dire qui produisent leur générique et aussi qui produisent pour sous-licence des produits d'origine de laboratoires étrangers. Il y a également 6 fabricants qui fabriquent uniquement du produit sous licence. Donc c'est soit leurs propres produits, notamment les filiales de Sanofi, de Pierre Fabre, de Pfizer, etc., qui produisent uniquement leurs propres produits en Tunisie et qui les l'investissement réalisé à ce jour dans l'industrie pour la production du médicament est de 1,4 milliard de dinars tunisiens, c'est-à-dire 1400 milliards de mobilier ont été investis dans le secteur pharmaceutique. C'est un secteur qui emploie 9000 employés grosso modo, donc plus du tiers sont des cadres, donc des pharmaciens, des ingénieurs, etc. Donc une industrie dispose d'un taux d'encadrement très élevé, et d'où aussi son importance pour l'emploi, pour la formation de nos cadres sur ce domaine assez pointu de l'industrie. Le chiffre d'affaires réalisé en 2021 par l'industrie locale est de 1,2 million de dinars, c'est-à-dire 1200 milliards de mobilier. Chiffre d'affaires en grossiste. En prix grossiste. Donc en prix de distribution, c'est 1,2 milliard de dinars, c'est très important. Sur la cartographie, les unités de production sont essentiellement concentrées sur la région du Grand Tunis, sur le Sahel et sur Sfax, mais aussi sur le Gabon, où nous disposons d'une unité très importante ici, c'est à Nabeul et de Cytopharm à Zéba, qui fait partie du Gabon.
Et donc, c'est une industrie qui est assez bien, qui n'est pas très concentrée, disons, puisqu'elle est maintenant un petit peu étendue sur d'autres régions. Nous avons une nouvelle usine à Balkan, nous avons quelques usines du côté de Ngez et de Beja, nous en avons à Zarmé, donc ce qui fait qu'il y a une dynamique d'investissement qui est assez intéressante dans ce domaine. L'industrie pharmaceutique tunisienne, donc la fabrication locale, exporte 21% de sa production. Ce qui est très intéressant aussi pour la renommée de la Tunisie dans ce domaine de pointe. Également, une chose qui est très intéressante à relever, c'est que la Tunisie est devenue une destination de fabrication de médicaments en sous-traitance, ce qu'on appelle du contract manufacturing. Donc les laboratoires étrangers sous-traitent une partie de leur production en Tunisie qui est réexportée donc, vers ces laboratoires-là, qui la commercialisent dans le pays d'origine ou ailleurs. Ceci est une reconnaissance de la qualité et des compétences de notre industrie pharmaceutique nationale. Dans plusieurs unités sont certifiées GMP, c'est les normes européennes qu'on appelle les Good Manufacturing Practices. Et ça, c'est très important. D'ailleurs, cette fabrication en sous-traitance touche des domaines thérapeutiques parfois très sophistiqués comme l'oncologie. Sans faire de publicité, récemment, Métis a signé un contrat d'exportation de produits oncologiques, de sous-traitance de produits oncologiques vers l'Allemagne. Ce qui est une reconnaissance très importante de la qualité de nos installations. Pareil pour d'autres unités comme celle du Lunel, celle de Tériac, etc., qui exportent également des produits fabriqués en sous-traitance. Nous exportons à partir de la Tunisie vers 24 pays africains et arabes. Ces exportations ces 24 pays, c'est des exportations directes. Mais il y a aussi de l'exportation à travers des plateformes logistiques qui sont présentes en France essentiellement et qui partent vers l'Afrique de l'Ouest francophone en grande partie. Donc certains laboratoires tunisiens trouvent que cette formule leur permet d'avoir un accès plus facile à ces pays-là sans avoir à mettre en place une logistique assez sophistiquée ou difficile à préparer, même s'ils y gagnent moins, mais ça leur permet au moins d'accéder à ces marchés de l'export. En deuxième partie, donc après cette introduction, l'évolution du marché pharmaceutique tunisien sur les 5 dernières années. Donc le marché tunisien représente à peu près 2,26 milliards de dinars, c'est-à-dire 2260 milliards de livres à peu près en valeur sur les derniers 12 mois. L'évolution du marché donc, a été très importante. C'était une évolution à 2 chiffres jusqu'à 2019. Donc, vous voyez, c'était presque 78%, 10,95% en 2019. Puis il y a eu une chute sur le chiffre d'affaires en 2020, l'année de la Covid. Normalement, donc, avec l'arrêt de toutes les consultations, de la chirurgie, etc., pendant la période de confinement, donc, il y a eu une baisse brutale de la consommation du médicament en général. Même s'il y a eu une augmentation sur certaines classes particulières, certains produits particuliers qui rentrent dans la prise en charge de la Covid. En 2021, après la fin du confinement et la reprise de l'activité médicale, il y a quand même eu un rebond, encore une croissance assez intéressante de pratiquement 11%, qui était normal, donc c'est un effet rebond, mais qui se stabilise sur les 12 derniers mois à peu près à 8,5%, ce qui reste assez important en chiffre d'affaires. En volume, la tendance est pratiquement la même, on a une augmentation qui tourne autour de 5% sur plusieurs années, donc jusqu'à 2019. Et l'année de la Covid, on a eu une baisse des volumes de médicaments vendus, pratiquement 1%, avec un rebond en 2021 qui continue donc jusqu'à nos jours, sur les 2 derniers mois. Le marché pharmaceutique officinal représente donc un split entre l'importé et le local. Vous voyez que le produit local pèse pratiquement 1500 milliards, alors que le produit importé est autour de 800 milliards sur les 12 dernières années. Et surtout, vous voyez la croissance de la production locale qui augmente d'une année à une autre. En pourcentage, ceci se répète,
62% en production locale en 2018, c'est passé à 66%. Ça, c'est en chiffre d'affaires. En volume, c'est encore plus clair, puisqu'on était à 76% en 2018 en production locale, et nous passons à 79% sur les 12 derniers mois, ce qui représente quand même une fierté, je pense, pour l'industrie locale tunisienne. Cette croissance de la production locale, elle s'explique d'une part par l'augmentation des investissements, comme on l'a vu tout à l'heure, les nouvelles sociétés qui ont été créées, la diversification des lignes de production, les extensions qui ont eu lieu chez les fabricants tunisiens, mais aussi par une crise d'approvisionnement de la PCT qui est compensée, heureusement, en bonne partie par la production locale, ce qui fait que le produit importé passe forcément par la PCT, baisse en pourcentage, et le produit local prend la place et remplace l'importation en remplace. Les produits génériques dans tout cela prennent aussi du poids d'une année à l'autre. Donc les génériques, c'est le bleu foncé, c'est les histogrammes en bleu foncé, alors que plutôt en bleu clair, pardon, alors que le Princeps, c'est les histogrammes en bleu foncé. En chiffre d'affaires, le Princeps continue de dominer, alors que sur la partie volume, quand je dis en chiffre d'affaires, c'est-à-dire le produit Princeps pèse encore 53% du chiffre d'affaires du marché, 47% pour le produit local, mais quand même il y a eu une progression entre 2017 et 2018 de 40% jusqu'à 47% de la production du chiffre d'affaires du générique, au détriment donc, du Princeps qui baisse de 60% à 53% sur les 5 dernières années. En volume, c'est encore plus remarquable, puisqu'on a une domination du générique, avec c'est-à-dire qu'il y a une progression d'année en année assez importante. Même l'année de la Covid s'est maintenue à un très haut niveau, malgré les problèmes d'approvisionnement en matières premières, les confinements qui ont perturbé la chaîne de production, etc. Mais ça reste quand même un niveau de production assez élevé. Et ce qui fait qu'en pourcentage, le générique représentait 51% en 2018, il est passé à 53% sur les 12 derniers mois, et alors que le Princeps, qui représentait 49% des volumes vendus, a décliné à 47% sur les 12 derniers mois. Voilà. Ceci donc est un petit tour d'horizon assez rapide sur la dynamique du marché. Vous pouvez constater que la fabrication locale prend de plus en plus de poids. C'est quelque chose de très positif, puisqu'elle permet de développer les compétences tunisiennes, elle permet de fournir le marché régulièrement, elle permet de limiter la dépendance de l'approvisionnement en médicaments par rapport à l'étranger. Et ça, on l'a vécu de façon très aiguë au moment du confinement à l'échelle internationale. C'est-à-dire si on n'avait pas une industrie pharmaceutique locale assez bien implantée, on aurait eu vraiment une catastrophe en termes de prise en charge et d'approvisionnement en médicaments pendant la période de confinement. Tout le monde s'auto-fournissait en priorité et s'il pouvait exporter par la suite, il le faisait. Mais ça, c'est très important et c'est très stratégique pour la Tunisie de mettre en place et de renforcer encore plus cette industrie locale. Non seulement en termes de volume de production, mais aussi en diversification des gammes et des classes thérapeutiques ouvertes. Et ça, c'est ce que nous sommes en train de constater grâce à l'ingéniosité de notre secteur pharmaceutique privé, qui fait qu'il y a des développements aussi bien en termes de volume de production, mais aussi en termes de diversification de la production vers des classes thérapeutiques un peu plus sophistiquées que celles qui ont aidé au démarrage de la mise en place de cette industrie pharmaceutique locale. Maintenant, comment on peut envisager l'avenir du médicament en Tunisie? Vous le savez tous, nous avons une population vieillissante. La Tunisie a été parmi les premiers pays de la région Afrique, Moyen-Orient à mettre en place le système de limitation des naissances depuis l'indépendance. La Tunisie a été parmi les premiers pays à investir sur la santé. C'est limitation contrôle.
Le contrôle. Ok. Merci pour la précision. Donc, les moyens de contrôle des naissances, qui fait qu'avec parallèlement l'instauration et la mise en place d'un circuit sanitaire assez bien maillé, donc sur tout le territoire national, qui permettait une prise en charge rapide des patients et bien sûr, ceci s'est répercuté d'une part sur l'espérance de vie des Tunisiens, et nous avons une population, si vous voyez la pyramide des âges tunisiens, elle ressemble beaucoup plus à l'Europe du Sud qu'à des pays africains ou des pays du Moyen-Orient, avec notamment une population de plus de 40 ans, des tranches de 40 ans et plus, qui représentaient en 2020 38% de la population tunisienne, et qui sont projetés, estimés à 45% en 2030. Et ça va aller crescendo, puisque l'espérance de vie en Tunisie, machallah, est assez élevée. Récemment, j'ai vu les derniers chiffres, 78 ans pour les femmes, et pratiquement 76 ans pour les hommes, ce qui est l'espérance de vie la plus élevée dans toute la région Afrique, Moyen-Orient, et ceci est à mettre au crédit de la politique qui a été suivie depuis ce temps, qui souffre actuellement d'insuffisance malheureusement, mais qui a donné quand même des résultats, et ces résultats-là sont présents dans la tranche d'âge élevée, qui pèse lourd et donc dans la demande en soins et en médicaments sera encore plus importante. La prise en charge donc, de la tranche d'âge de 40 ans et plus va être essentiellement focalisée sur les maladies chroniques, l'hypertension artérielle, le diabète, les problèmes de dyslipidémie, etc., mais aussi sur l'oncologie, les maladies dégénératives, etc. Et ce sont des produits qui sont plus coûteux et dont la prise en charge est étendue dans le temps. Ce n'est pas le cas d'une angine ou d'une bronchite qui touche un petit enfant ou un adulte jeune, qui est prise en charge pendant quelques jours et qui entoure la poche. Là, c'est une prise en charge continue pour que le patient se maintienne dans un état d'équilibre, que ce soit pour son hypertension, pour son diabète, pour d'autres pathologies. Voilà. Donc ça, ce sont des chiffres qu'il faut considérer de façon très importante et bâtir dessus pour voir comment on va justement répondre aux besoins en médicaments de cette population tunisienne de plus en plus vieillissante. Et à l'espérance de vie assez élevée. Pour cela, donc, il faut augmenter et diversifier la production locale en encourageant l'investissement dans le secteur pharmaceutique. Avec la Tunisie Investment Authority, donc, il y a eu ce qu'on appelle le pacte pharmaceutique qui a été conclu entre les acteurs publics et privés. Ce pacte pharmaceutique vise à maintenir une croissance supérieure à 1% de la production locale chaque année. Il va y avoir une entrée en activité de 10 unités supplémentaires d'ici l'année prochaine, donc peut-être qu'il n'y en aura pas 10, mais ce chiffre-là. Et une création de plus de 100 emplois supplémentaires d'ici 2023. Et une augmentation de la part des exportations pour passer à 30%. Nous sommes actuellement, je l'ai dit, à 21%. Donc nous espérons augmenter l'exportation à 30%. Et ces nouveaux investissements permettront justement d'anticiper les besoins futurs et de ne pas se retrouver dans une situation où on ne pourra pas approvisionner le marché en produits pendant les prochaines années. Le coût de la santé est un fardeau très élevé et qui est de plus en plus lourd en Tunisie. Bon an, mal an, la Tunisie consacre plus de 7% de son PNB. Nous le voyons ici sur ce diagramme. Donc, on est parti de 6,6 en 2012, on a atteint 7,3 en 2018. Il y a eu une petite baisse par la suite, mais ça se situe à ce niveau-là. Sachant que l'OMS, le plancher donc, de financement de la santé préconisé par l'OMS est de 5%, nous sommes quand même un peu plus que 7, ce qui fait que c'est honorable. L'effort tunisien en prise en charge de la santé est assez honorable, malgré toutes les difficultés rencontrées. Mais est-ce qu'on pourra continuer à conserver et à augmenter cet effort pour subvenir aux besoins de la population? Ça, c'est une grande question.
Et je conclurai donc cette présentation pour dire qu'il y a une nécessité de mener une grande réflexion et un dialogue participatif regroupant tous les intervenants du secteur de la santé ainsi que les grandes organisations nationales afin d'élaborer une stratégie de financement durable de la santé assurant notamment un accès aisé aux médicaments. Je pense que ce sera le plus grand challenge à relever. On n'a pas de temps à perdre ici. Il en va de la survie d'un système qui a permis à la Tunisie d'être à l'avant-garde en termes d'indicateurs de santé. C'est vraiment très important que la Tunisie, que les Tunisiens, que toutes les forces vives du pays prennent conscience que le problème de la santé, le financement de la santé est stratégique. Et quand on parle de santé, le médicament représente une composante très importante. Et donc, si on ne prend pas le taureau par les cornes immédiatement, nous allons nous retrouver dans quelques années dans une situation qui sera à la limite catastrophique. Nous devons vraiment réfléchir maintenant à la prise en charge du médicament et notamment le modèle de la CNAM, le modèle du financement des institutions publiques de santé doit être revu de fond en comble pour justement anticiper les dynamiques futures auxquelles nous allons être confrontés à cause de notre démographie essentiellement. Voilà, donc je pense que je vais être... Merci beaucoup.